Si on voit le trafic dans la galerie, donc le nombre de personnes qui rentrent, il est beaucoup, beaucoup plus faible qu'avant. Ça n'a absolument pas d'impact sur le niveau d'affaires qu'on réalise, mais ça s'est dématérialisé de façon absolument évidente, en dehors des salons. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Minkleman & Co. Et ça, c'est Rosantico. Juste avant de commencer, cet épisode a été réalisé en partenariat avec le Parcours des Mondes, le Salon international d'art tribaux qui se tient du 10 au 15 septembre à Paris. Je suis très heureux de vous annoncer que nous avons lancé sur notre page Instagram un jeu concours qui vous permet de voter pour votre objet préféré exposé pendant le salon. Les gagnants remporteront 2 adhésions annuelles au musée Quai Branly Jacques Chirac, donc n'attendez plus et foncez pour vous inscrire. Et que le plus bel objet gagne. Julien Flack, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? formidable, ravi de vous accueillir. C'est nous qui vous remercions et merci pour votre disponibilité à participer à Rosantico. Aujourd'hui, avec vous, on fait un saut dans le temps et dans les époques artistiques parce qu'on passe de l'Antiquité et du mobilier du XVIIIe siècle. On fait un peu un entre-deux. On arrive sur les arts tribaux. Vous allez nous en parler pendant notre entretien. Mais la première question que je vous pose, Julien, c'est peut-être de vous présenter. Eh bien, je m'appelle Julien Flack, je fais ce métier depuis un quart de siècle déjà. Je m'occupe de la galerie Flack et mes grandes passions, donc c'est ce qu'on va voir le plus dans ma galerie, ce sont les arts d'Amérique du Nord, d'Océanie et bien évidemment d'Afrique aussi, qui est le cœur historique du métier et qui est là d'où je viens à l'origine. Mais c'est vrai que ces années précédentes m'ont de plus en plus emmené à faire aussi bien des expositions que des publications sur des zones souvent un petit peu plus océaniques ou amérindienne. D'accord, très bien. Et bah, justement, en fait, c'est quoi vraiment le moment clé dans votre vie où vous vous êtes dit, tiens, ça c'est ma passion et je vais en faire mon métier? Alors c'est intéressant de vous poser cette question parce que j'ai un moment clé, j'ai un moment de bascule. J'étais jeune et je me destinais absolument pas du tout à faire ce métier. D'ailleurs, j'ai pas du tout commencé dans ce métier ma vie professionnelle, mais je devais être adolescent. Je pense que j'avais 16-17 ans. Et mes parents, qui étaient collectionneurs de tableaux et de livres, m'ont emmené dans un lieu qui était absolument formidable, qui était la Fondation Cartier à l'époque de Jouy en Josas, où il y avait une exposition qui s'appelait À visage découvert, qui était une exposition qui explorait comment l'humain a traité le visage à travers les âges. Donc ça, dans mon souvenir en tout cas, ça commençait de l'art pariétal jusqu'au cubisme et même au-delà au XXe siècle, et qui était une exploration très intelligente, très soignée des représentations, des expressions et de l'humanité à travers le visage. Et donc, il y avait énormément de choses que je connaissais évidemment pas, hein. J'étais un jeune adolescent de 16 ans, mais même si je la regardais aujourd'hui, je pense qu'il y aura encore énormément de domaines qui m'auraient pas été familiers. Mais mon grand choc, c'était une des salles, et l'image est extrêmement claire encore dans mon esprit, où il y avait des dessins de Matisse d'un côté et des masques esquimaux, et notamment des dessins de masques esquimaux
en parallèle de Matisse, qui correspondait à un livre que Matisse avait fait avec Georges Dutuy. Mais ils avaient rassemblé des masques d'Alaska et autant Matisse, ça me parlait un petit peu, j'étais pas un spécialiste, mais ça faisait partie de mon substrat culturel. Autant des masques d'Alaska, j'en ai jamais vu de ma vie. Et j'ai eu ce choc qui est pas nouveau parce que je pense que beaucoup d'autres artistes, collectionneurs, chercheurs l'ont eu avant moi. Alors ça avait été l'Expo Primitivism au Musée d'Art moderne en 84, bien avant évidemment la découverte des arts africains par les Picasso, Vlaminck, Derain. Je pense qu'ils ont tous eu ça. L'idée de se dire, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, il existe tout un pan de l'art universel qui m'a complètement échappé jusque-là, que je n'ai jamais vu et qui pourtant fait parfaitement sens. C'est-à-dire quand je voyais un masque très très simple, Yupik, à côté d'un visage de Matisse, c'était évident, la convergence. Et pourtant, ça n'avait rien à voir à travers l'espace, à travers le temps, à travers la raison d'être de l'œuvre d'art. Et pourtant, voilà, tout convergeait. Voilà. Et j'ai vraiment ce souvenir d'une illumination ce jour-là à me dire, voilà, dans l'art, il y a des aspects qui m'ont complètement échappé et auxquels je suis sensible. Là, j'avais 16 ans, j'ai continué ma vie, j'ai fait autre chose, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la publicité, j'ai fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec ça. Et puis, à l'orée de mes 30 ans, j'étais en recherche de d'autres choses. Cette réflexion à 30 ans, à me dire, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en termes de sens, en termes de passion. Et là, je suis revenu à ce moment-là ce premier choc et j'en ai fait de ma passion mon métier. Ah bah c'est super. Et justement, si on arrive aujourd'hui, la galerie Flac, donc, elle est établie. Est-ce que vous voyez une différence justement entre ces deux époques, même si c'est pas trop éloigné, mais les premières années 2000, par rapport à aujourd'hui? Alors, je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique et j'adore l'époque dans laquelle je vis. Donc, je note un changement par contre qui est réel. Je m'en plains pas et je m'en félicite pas. C'est juste, je trouve que nous tous, quand on gère une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, on vit avec l'époque dans laquelle on est et on doit s'adapter en permanence justement aux nouvelles opportunités, aux nouvelles contraintes, aux nouvelles difficultés de ce métier. Donc effectivement, je pense que j'ai connu cette époque de la galerie qui était, et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, un commerce de quartier. La notion de quartier, mais on pourrait y revenir plus tard, elle reste fondamentale. On a cette chance, Saint-Germain-des-Prés, rue des Beaux-Arts, d'être au cœur de la spécialité au niveau mondial. Donc ça reste très important. Mais ce que je vous disais il y a un instant sur le très grand nombre de visiteurs qui venaient tous les samedis, c'était le cas les autres jours de la semaine, mais c'était surtout vrai le week-end. Ça, c'est quelque chose qui a presque disparu. C'est des choses qu'on retrouve encore à l'occasion de grands événements. Alors, ça va être le Parcours des Mondes, Paris Tribal, pour rester dans le cadre des galeries. Ça va être les grands salons internationaux, où là, effectivement, on a une concentration de passionnés qui viennent nous voir. Et là, on a des vraies discussions poussées, avec vraiment qualité et quantité qui se mêlent. Mais aujourd'hui, 2024, si on voit le trafic dans la galerie, donc le nombre de personnes qui rentrent, il est beaucoup, beaucoup plus faible qu'avant. Ça n'a absolument pas d'impact sur le niveau d'activité, sur le niveau d'affaires qu'on réalise, mais ça s'est dématérialisé de façon absolument évidente, en dehors des salons, en dehors de quelques temps forts dans l'année. Alors moi, je tiens absolument à garder un lieu ouvert, ayant pignon sur rue, pour être ouvert justement à ces rencontres, parce que, et pareil, on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais certaines de mes plus belles rencontres personnelles comme professionnelles se sont faites comme un coup de foudre. Quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit un objet, qui rentre, voilà. Et c'est le début d'une très belle histoire de collection.
Donc pour moi, c'est fondamental de conserver cette ouverture, cet accès possible aux œuvres d'art et aux marchands, aux experts, hein, parce que au-delà de la partie commerce, il y a toute une partie de transmission de connaissances et d'échange de connaissances qui est fondamentale. Donc ça reste, c'est encore présent, bien évidemment aujourd'hui, mais c'est à un niveau qui s'est transféré. Donc je passe beaucoup plus de temps en fait à écrire des emails aujourd'hui ou à avoir des Zooms comme on le fait en ce moment, des WhatsApp vidéo, etc., avec des collectionneurs que je ne pouvais l'avoir avant. Ça passe par des nouveaux canaux. Ça n'a rien de grave, ça n'a rien de... voilà, il faut juste être prêt en tant que galeriste à s'adapter à ces nouvelles façons de s'intéresser, de plonger dans ce domaine-là. Très bien, Julien, merci beaucoup. Si on parle donc précisément de votre galerie, est-ce que vous avez deux objets qui sont vraiment restés ancrés dans votre mémoire au niveau de leur acquisition, de comment vous les avez trouvés, la vente qui en a résulté? Alors, comme tous les marchands, j'ai beaucoup d'histoires et j'ai plusieurs objets qui m'ont marqué, mais là, en me venant, j'en vois deux. Ça va nous permettre d'illustrer deux domaines que j'aime particulièrement. Le premier, en plus, c'est un objet dont j'ai recroisé la route récemment, que j'ai de nouveau à la galerie, donc qui est très très cher à mon cœur. Je vous plante le décor. Mon premier voyage aux États-Unis pour travailler, pour aller rencontrer des collectionneurs et acheter. Je pense que c'est il y a 22 ou 23 ans. Je suis à Santa Fe. C'est un salon qui est devenu aujourd'hui essentiellement American Indian, mais qui, quand j'ai commencé, était encore un vrai salon assez généraliste sur les antiquités d'art tribal. Je rencontre sur un de ces salons c'était un marchand qui était architecte, qui avait beaucoup de casquettes à son arc et qui me dit, ah, j'ai un objet, c'est peut-être pour vous, on se connaît pas, mais c'est peut-être pour vous parce que c'est un objet surréaliste. Je l'ai pas mis sur mon stand, mais si vous voulez, je vais vous le montrer. Il était dans sa voiture dans le parking du salon. Donc je le suis intrigué parce que on me parle d'objets surréalistes. Évidemment, j'ai l'oreille qui se tend. Il ouvre le coffre de sa voiture et il me montre un masque. Northwest Coast, côte nord-ouest du Canada, absolument extraordinaire, un masque portrait dont il me dit, voilà, c'est un objet qui a probablement appartenu à André Breton. L'objet est absolument extraordinaire. Je le vois mal, hein. On est dans un parking. Il est à peine emballé, etc. On fait affaire dans le parking. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de papier autour de la provenance, mais par contre, je connaissais la réputation de celui qui me le vendait et c'est aussi une époque où, quand on citait une provenance, il n'y avait pas de suspicion, hein. Voilà, tout était beaucoup plus simple. Aussi, mes résultats nécessitaient plus de travail d'investigation derrière. Donc, on fait affaire. J'achète le masque, je rentre en France et je commence à faire des recherches. Et effectivement, je retrouve une photo de ce masque dans une vente Breton Éluard en 31. Le masque est photographié. Et puis très rapidement, je le vends. Je pense probablement au parcours des mondes qui a suivi, ou je sais pas s'il y avait déjà le parcours à l'époque. C'était peut-être encore ça s'appelait Chaos, je pense. Quelques années plus tard, il y a un livre formidable qui est publié par Hermione Waterfield qui s'appelait Provenance avec le musée Barbier-Muller, où il retraçait les marchands anglais pionniers au XXe siècle qui avaient eu beaucoup d'ethnographie. Et je feuillette, alors je pense comme tous ceux qui ont lu le livre, frénétiquement, il y avait plein de photos dans le livre, et beaucoup de photos de ces marchands au milieu de leurs objets, et on parle vraiment de la première partie ou au milieu du XXe. Et puis, au hasard des pages, c'était un article sur Oldman, l'un des grands marchands, et au milieu d'une photo, je vois mon masque, alors qu'il n'était absolument pas mon masque. La photo datait de 1928. Le masque, je l'avais plus entre les mains, je l'avais vendu. Mais par contre, très clairement au centre de la photo. Et 1928, en fait, c'était avant la provenance que je connaissais, puisque moi, je connaissais Breton en 31.
Voilà, donc vraisemblablement, Breton l'avait acheté à Holman quelques années auparavant. On ne sait pas où Holman l'avait eu. Il y avait une étiquette encore sur la photo de 28. On devine une étiquette collée à la cire de salle de vente, mais voilà, ça pour le coup, j'ai jamais pu retrouver la provenance antérieure. Mais au cours des années, j'ai réussi à retracer la totalité de la provenance entre Holman en 28, Breton en 31, ensuite Georges Sadoul, un proche de Breton qui l'a gardé toute sa vie, etc., etc., jusqu'à Georges Terasaki, qui était un immense marchand américain qui l'avait vendu à la personne à qui je l'ai acheté sur ce parking de Santa Fe. Voilà. Et c'est un masque que j'ai eu la chance de racheter il y a quelques années et que je prête là à la rentrée, là, à partir de la semaine prochaine. Il y a une grande exposition sur le surréalisme dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle Zone de Contact. Et ce masque figurera dans l'exposition parce que je pense que c'est un jalon intéressant dans la découverte par le monde occidental de ces arts-là voilà, qui les ont fortement inspirés. Excellent, super. Julien, je voulais vous demander, aujourd'hui pour vous, collectionner de l'art, surtout donc de l'art africain, océanique, américain, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a eu des changements au cours des années ou bien la notion même de collectionnisme est toujours intacte? Alors, moi, je pense que pour un collectionneur qui s'intéresse à des cultures très différentes de la sienne, très différentes de son héritage, alors on n'est pas dans le gréco-romain, on n'est pas non plus dans l'archéologie classique, quoi que ça veuille dire d'ailleurs. Voilà, on est toujours le classique ou le sauvage d'un autre, hein, je pense. Mais je pense que dans notre domaine spécifique des arts extra-européens, une chose très intéressante, d'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé la bonne appellation hein, pour notre spécialité. Ça fait 100 ans qu'on cherche, plus de 100 ans qu'on cherche. Rien n'est jamais satisfaisant. Donc, moi, aujourd'hui, après avoir été passé, comme tous mes confrères, hein, par art primitif, art tribal, etc., aujourd'hui, je parle essentiellement d'art ancien d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Nord. C'est pas un nom, c'est une description. Voilà, je pense que c'est factuel sans être extrêmement inspirant. On a eu beaucoup de belles expressions poétiques sur les arts exotiques, les arts lointains, etc. Mais voilà, toutes ces appellations posent problème. Et donc, pour nos collectionneurs, ce que ça veut dire quand même intrinsèquement, c'est qu'on va s'intéresser à une forme d'art dont on n'a pas tous les codes. Une forme d'art qui nous échappera toujours un petit peu puisque on est en dehors de notre zone de connaissance, donc de notre zone de confort. Et je pense qu'un collectionneur en 2024 de ces arts-là n'est pas très différent d'un Derain en 1905-6 qui découvre une œuvre d'art africain. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard un petit peu à côté. On va pouvoir juger, bien évidemment, l'esthétique de l'œuvre. On va pouvoir éventuellement juger de la raison d'être rituelle si on a la connaissance, mais on ne le vit pas intérieurement, puisque je ne sais pas, quand je présente un masque Pounou du Gabon, personnellement, je suis pas Pounou. J'ai lu des livres, j'en ai vu, je sais en parler, je pense connaître le contexte pour lequel il a été créé, dans lequel il a été utilisé. Néanmoins, c'est pas ma culture, donc j'ai toujours une certaine distance par rapport à ces objets. Et c'est, je pense, de cette distance, de cette partie qui nous échappe, que naît la passion, l'intérêt, la volonté d'en comprendre et d'en apprécier plus, puisque ça ne coule pas de source. Et je pense que cette curiosité, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est peut-être un des moteurs, cette ouverture vers des cultures qui sont différentes est vraiment des drivers absolus de nos collectionneurs. En tout cas, moi, c'est l'un des miens. Voilà, essayer de comprendre, d'appréhender quelque chose qui m'échappe un petit peu. D'accord, c'est super ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est cette sensation d'une culture éloignée d'un objet, mais en fait, ça donne une sorte d'un côté répulsion et de l'autre d'attraction pour chercher à découvrir l'autre, le différent de nous, voire même l'insaisissable, parce que c'est parfois il y a du symbolisme derrière ces objets qui viennent donc de milieux anthropologiques complètement différents des nôtres, insaisissables pour notre logique occidentale d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Et justement, aujourd'hui, sur ce type de marché, est-ce que vous voyez des tendances du marché? Comment
évolue-t-il en 2024? Oui, le marché évolue. De toute façon, un marché est fait pour évoluer. Un marché évolue toujours. On est dans une toute petite niche. Donc, c'est assez difficile, je trouve, de tirer des enseignements généraux sur un marché où il y a on est quand même un certain nombre d'acteurs, mais ça reste un milieu très limité. Des niveaux de valeur qui, même s'ils augmentent fortement, on est très très loin des sommets de l'art contemporain. Donc, je pense que nous restons encore un monde de passionnés parlant à des passionnés. Alors effectivement, qui ont les moyens de s'offrir cette passion, puisque les prix n'ont fait qu'augmenter depuis que je fais ce métier et même avant. Je pense que le début des années 2000 est un vrai tournant. On a quelques grandes ventes qui inscrivent pour moi les arts d'Afrique notamment dans le marché de l'art, pas dans l'histoire de l'art, mais dans le marché de l'art où voilà, on a quelques grandes ventes qui font référence. De la même manière, je pense que dans les années 60, il y avait la vente Helena Rubinstein qui avait déjà fait une première bascule. 2000 a été cette deuxième bascule dans laquelle on est encore aujourd'hui, je pense, et avec certaines sous-catégories qui se développent depuis quelques années. Ça va être l'ultra haut de gamme, si je dois parler dans un vocabulaire plus luxe et marketing, donc des objets complètement exceptionnels avec des prix tout aussi exceptionnels, qui eux vont toucher une clientèle qui n'est pas forcément la clientèle courante du collectionneur d'art extra-européen, mais là voilà, qui va être une clientèle très exclusive, qui va être touchée notamment par les grandes maisons de vente internationales. Ça, c'est une évidence. Je pense que le marché a été tiré vers le haut en termes de qualité. Et là-dessus, alors sans vouloir nous tresser des lauriers à nos marchands, mais je pense que c'est l'effet du sérieux de notre profession à aller faire des recherches plus poussées, à aller faire des publications plus poussées, à aller rechercher les provenances aussi, à aller essayer de comprendre en profondeur ces arts-là. Ce qui se faisait avant, je pense, de façon très individuelle dans les galeries, c'est devenu un effort plus collectif. Et voilà. Et les grands salons spécialistes dans le sujet, alors on a parlé de Parcours des Mondes, Paris Tribal, etc., travaillent à ça, à montrer le professionnalisme. Alors, il ne s'agit pas du tout de justifier des prix élevés, mais je pense, améliorer notre façon et de comprendre et de parler, d'appréhender ces œuvres et leur histoire. Ça a attiré, c'est vrai, des prix qui ont tendance à augmenter. Donc, c'est une tendance, c'est une réalité, mais c'est pas parce que certains prix font les gros titres des journaux. C'est toujours une question très intéressante sur les prix du marché. Ce qu'on en voit, ce sont les prix publics. Donc, essentiellement, les grandes ventes aux enchères et celles qui vont faire les gros titres dans la presse générale ou spécialisée. Mais il y a toute une autre partie du marché qui existe, qui est même le cœur du marché, je dirais, sur les objets de bonne qualité, authentiques, mais qui ne vont pas faire les gros titres et qui, eux, continuent à se vendre, qui va être le niveau moyen du marché, qui continue à exister, mais qui, lui, peut-être peut souffrir quand il y a des tensions économiques, quand il y a des incertitudes économiques. Le monde en ce moment le traverse tout à fait bien. Et cette partie du marché peut être plus flottante. Là encore, rien de nouveau. Je pense qu'on a toujours connu des cycles, des cycles économiques qui ont fluctué, mais le marché reste tiré aussi bien médiatiquement que en termes d'image par le très haut de gamme qui tient le haut du pavé et alors qui est notamment ce qui est présenté lors des grands salons comme Fine Arts, comme Brafa, comme Maastricht, où là, ce qu'on va voir effectivement, c'est plutôt le très haut de gamme. Merci beaucoup, Julien. Je voulais aussi vous demander par rapport à ce que moi je vois ou ce que j'entends en parlant avec vos confrères ou consoeurs, c'est cette recherche de commixion, de rapprochement de l'art contemporain de manière directe ou indirecte pour que justement faire un peu briller de cette autre lumière les autres pans du marché de l'art qui étaient un peu plus à la traîne ou avec un accès différent à une clientèle ou un marché. Est-ce que c'est aussi ça une tendance? Alors, oui, évidemment, mais c'est aussi une chimère. C'est-à-dire, moi j'entends parler des crossovers, donc des collectionneurs d'art contemporain qu'on va faire venir à d'autres spécialités, qui peuvent être l'Afrique, mais qui peuvent être la Chine ancienne, qui peuvent être ce qu'on veut.
Évidemment, ça existe. Et évidemment, on touche aussi, ou on cherche à toucher cette clientèle, mais les ponts ne sont pas évidents. Parce que, et là, je parle en tant que galeriste, peut-être plus qu'en tant que... Pour les ventes aux enchères, c'est probablement un petit peu différent, et je le connais puisque je suis aussi expert pour des maisons de vente. Voilà, l'idée de toucher des marchés très différents est compliquée. On fait le même métier, hein, pourtant, on travaille dans l'art et sur des marchés internationaux. Mais je parlais tout à l'heure hein, du fait que nous sommes vraiment une niche avec un accès qui n'est pas toujours évident à ces arts-là. Et c'est vrai que mettre en lumière nos œuvres dans un cadre plus contemporain, plus hype, plus actuel, c'est très intéressant. Ce sont des choses qu'on peut travailler à l'occasion de certaines expositions, à l'occasion de collaborations avec des galeries, des architectes, des designers, voilà, qui permettent de mettre vraiment sous le regard d'un public nos spécialités. Mais je pense que c'est un travail très long et qui nécessite, comme toujours, la belle rencontre. On ne fera pas acheter un masque du Cameroun à un collectionneur de Basquiat parce qu'on trouve qu'il y a des convergences de formes évidentes. C'est un petit peu plus complexe que ça. Les ponts existent, absolument. Peut-être que les codes entre un marchand d'art africain et un marchand d'art contemporain sont les mêmes. On peut utiliser les mêmes canaux, mais néanmoins, la transformation est pas absolument évidente tout de suite. Mais on en rêve. On rêve tous de trouver des centaines de nouveaux collectionneurs dans d'autres domaines. C'est pas que l'art contemporain. C'est voilà, ça peut être le design, ça peut être autre chose. Ça peut fonctionner néanmoins, et c'est une des raisons pour lesquelles moi, à titre personnel, à titre de la galerie, je participe à des salons plus généralistes, comme Brafa à Bruxelles, par exemple. Voilà, où là, justement, ben, on peut attirer un public qui, jusque-là, a priori, n'avait jamais posé son regard sur nos œuvres. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais savoir aussi par rapport à votre public, à votre clientèle aujourd'hui, est-ce que vous voyez, moi je tiens beaucoup au renouvellement générationnel et justement à la transmission. L'idée de ce podcast et notre page Instagram, c'est aussi d'attirer de nouveaux publics vers les différents secteurs du marché de l'art ancien. Et justement, est-ce que vous voyez un renouvellement générationnel? Est-ce que vous voyez de nouveaux publics qui arrivent? Ou c'est complètement détaché, par exemple, du marché de l'art contemporain qui, lui, est par définition plus jeune et donc ça peut attirer par des effets de mode un public plus jeune. Et là, on parle à moyen financier constant. Alors, oui, il y a absolument un renouvellement des générations et j'en suis le premier heureux, mais il y a une façon pour moi, très évidente de le voir, c'est qu'on a non seulement un renouvellement des collectionneurs, mais aussi un renouvellement des marchands. Et on a cette chance. Alors, je vais parler sur le public parisien. On a des acteurs trentenaires, quarantenaires qui émergent, qui commencent à arriver justement dans nos salons ou dans le quartier. Et je pense que la clé, elle est là, en fait. C'est qu'il faut, c'est un écosystème. Et si on n'a pas de jeunes marchands, on aura moins de jeunes collectionneurs. S'il n'y a pas de jeunes collectionneurs, peut-être que ça n'attirera pas de nouveaux talents non plus dans nos métiers. Je trouve que pour le coup, la place parisienne fait preuve de beaucoup plus de résilience. Elle fait preuve d'un attrait qui est intéressant. Moi, je le vois, ces collectionneurs plus jeunes. Et c'est intéressant aussi parce que c'est pas forcément sur les voies toutes tracées de leurs prédécesseurs. Je m'occupe par exemple beaucoup d'œuvres d'Arizona, Pupekachina, des Hopi ou des Zuni Arizona, Nouveau-Mexique, donc sud-ouest des États-Unis, qui est un domaine très spécifique et une forme d'art très spécifique. Et là, je touche un public qui est évidemment complètement international, mais qui est aussi transgénérationnel et féminin notamment aussi, parce que il y a pas uniquement renouvellement des générations, mais il y a aussi une question de genre. Nos domaines, je trouve, ont très souvent été marqués par une forme de collectionneur masculin. C'est probablement encore plus marqué sur l'art africain.
où une majorité de nos collectionneurs, ils peuvent venir en couple, hein, bien évidemment, on a très longtemps eu beaucoup plus d'hommes collectionneurs que de femmes. Et en fait, mon expérience à titre personnel, c'est que certains domaines artistiques, certaines cultures, certaines formes peuvent être transversales. C'est pas, ça va pas être la raison. Je suis pas dans une recherche effrénée d'un public différent, mais on parlait d'ouverture tout à l'heure. Ben justement, l'idée de pouvoir parler, de pouvoir transmettre à un public le plus large possible, c'est le bonheur de n'importe quel marchand. Et donc là-dessus, moi, je vois, en fonction des expositions que l'on peut faire, des initiatives qu'on peut prendre, que ce soit des collaborations, que ce soit des façons de présenter, de nouveaux médias aussi qu'on va utiliser, un public qui va avoir d'ailleurs parfois d'autres façons d'interagir avec nous, qui va être dans d'autres formes de demande de partage, de connexion. Et moi, je le vois absolument, ce qui me donne espoir pour ce métier. Julien, pour avancer dans notre interview, je voulais savoir de vous la question relative aux provenances et à l'état général, donc l'avenir du marché de l'art des antiquités vis-à-vis de toutes les nouvelles réglementations et aussi l'aspect plus général lié aux questions mémoriales, colonialisme, post-colonialisme. C'est un sujet sensible, mais je pense que c'est important d'en parler de manière décomplexé pour que justement on se fasse une opinion et qu'on ait une vision globale du sujet. Évidemment, c'est un sujet clé du moment. Voilà, comment aujourd'hui on peut avoir des marchands, qu'ils soient parisiens, bruxellois, new-yorkais, qui s'occupent de cultures qui ne sont pas les leurs sur des objets dont la provenance est présentée médiatiquement toujours comme suspicieuse au mieux ou criminelle au pire. C'est un sujet que je pense nous avons tous collectivement peu voulu voir jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans, et qu'on ne traitait pas. Ou qu'on traitait peu, parce qu'on était absolument persuadé, et à juste titre, d'être dans notre bon droit en termes de propriété, en termes de recherche, en termes de mise en valeur de ces cultures-là. On trouvait que c'était un procès très ingrat et très injuste qui était fait aux marchands qui justement font tout pour défendre ces cultures-là. Et la position a évidemment changé. Je pense que c'est une très bonne chose, justement, d'aborder le sujet et de ne pas se cacher derrière des grands mots, des grands principes, des grandes postures. Je pense que c'est notre rôle à tous. C'est le rôle des musées, c'est le rôle des institutions publiques, c'est le rôle des acteurs du marché, collectionneurs, marchands, de savoir ce qu'on a entre les mains et d'ouvrir les yeux. Donc, s'il y a eu des exactions, s'il y a eu des crimes, c'est évident que c'est de notre responsabilité en tant que marchand, en tant qu'expert, d'en parler, de le dire et surtout de se tenir très, très éloigné de tout ce qui peut poser problème. Mais effectivement, tout ça passe par l'œil très globalisant et très simplificateur de... Alors, je ne vais pas faire un procès des médias, mais c'est un sujet qui est devenu très tendance, très déformé, très transformé, puisque, et là encore, moi, je vais m'appuyer non pas sur je vais m'appuyer sur des faits et sur de l'histoire. On sait que dans les objets des cultures qui m'intéressent, il y a des situations extrêmement variées, des histoires extrêmement variées d'une région à l'autre, euh, des exactions, des crimes, il y en a eu énormément. La solution très facile, qui est très caractéristique de notre époque, qui aime pas beaucoup la nuance, ça va être se dire tous ces objets sont des objets de sang, tous ces objets sont marqués par le sceau infamant des colonies, d'une histoire d'un monde occidental prédateur et sanguinaire. Ouais, sauf que ça colle pas avec la réalité historique. Moi, je pense que ce qui fonde l'humanité, c'est le commerce, c'est l'échange et c'est le commerce. Et ce commerce, il a existé à toutes les époques, qu'elles soient peaceful ou qu'elles soient guerrières. À toutes les époques de l'humanité, il y a toujours eu du commerce. Je vous ai dit que je m'occupe beaucoup des arts amérindiens. Au cœur des guerres qu'on a appelées les guerres indiennes au 19e siècle, entre, si je dois simplifier, entre les cow-boys et les Indiens, ou entre l'infanterie voilà, et les différentes populations, on se rend compte que même dans ces périodes les plus troublées, les plus dures, les plus guerrières, il y a toujours eu du commerce. Il y avait des trading posts et les groupes locaux se fournissaient dans les trading posts dans les matériaux dont ils avaient besoin.
échangeaient contre des biens qui pouvaient être de l'art. Dans ces cas-là, on n'est pas dans de la prédation, on est dans une vie structurée, même si elle est compliquée. Voilà, une grande partie de nos objets vient justement de ce commerce qui a eu lieu très très tôt. Et c'est très difficile de faire passer ce message du fait qu'il a pu y avoir, même dans des périodes terriblement troublées, des rapports de commerce qui n'étaient pas du commerce inéquitable, qui n'étaient pas de la coercition. Donc, on a un travail à faire, mais on peut s'appuyer là-dessus sur, pour le coup, des documents. Et il y a des récits, il y a des écrits qui montrent bien que les relations n'étaient pas toujours conflictuelles. De la même manière qu'il y a des écrits qui prouvent absolument qu'il y a eu des vols. Et ce sont, alors c'est toujours les mêmes qui sont cités. Voilà, ça va être des récits au Mali de vols d'objets. Et on le sait, et il faut ouvrir les yeux là-dessus. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Et sur ces objets-là, effectivement, s'il y a eu un bien mal acquis, il est absolument nécessaire de réparer ce crime originel, mais c'est absolument pas la majorité des objets. Et ça soulève une autre question qu'on avait, je pense, pas suffisamment traitée, qui est l'accès dans les pays d'origine des œuvres qu'on présente, le besoin absolument réel et fondamental de pouvoir avoir accès à des œuvres de leur culture. Donc pour moi, et c'est exactement pour moi le rôle d'un musée. Un musée, ça doit être le lieu où on peut venir découvrir, comprendre, savoir d'où on vient, mais pas uniquement soi-même. Le musée, il est universel. Et donc, c'est fondamental pour moi que ce soit à Paris, à Cotonou, à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs, les populations locales aient accès à leur histoire, mais aussi à l'histoire du reste du monde. L'idée de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'objets du Mali en France ou qu'il n'y ait pas d'objets de Hawaï à Tahiti, c'est une absurdité pour moi. C'est une renonciation à tout ce qui fait, tout ce qui a fait les Lumières et tout ce qui a fait notre culture telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, très difficile à l'heure actuelle d'avoir une version ou une opinion qui est nuancée, qui est calme. Il faut adresser les problèmes quand il y en a. Il faut essayer de ne pas être trop globalisant sur des sujets qui sont extrêmement complexes. Mais ce travail est lancé et ce travail, il existe, que ce soit sur les recherches de provenance, sur les recherches historiques. Et c'est ce que nous, à notre échelle de galeristes, on fait pour justement nous inscrire dans ces questions qui sont tout à fait propres à notre époque et qui sont importantes. Voilà, donc on ne peut pas passer ça sous le tapis, mais en même temps, il faut résister aux solutions un peu trop faciles et un peu trop accusatoires, parce que je suis convaincu que ce ne sont pas des restitutions qui vont réparer l'histoire. On fait jouer, c'est pas la première fois qu'on fait ça, mais on fait jouer à cette question des restitutions un rôle qui ne sera jamais réparateur si ça s'accompagne pas de beaucoup d'autres choses. Donc, autant je suis pleinement favorable à ce que des objets soient présentés dans des bonnes conditions, là où il s'exprime un besoin d'identité éminemment humain. Voilà, mais ça peut pas être fait par des dictates sortant de nulle part et en s'asseyant sur le droit. Bah, écoutez, Julien, merci beaucoup. Je vous invite à écouter notre épisode avec David Fajol qui parle justement des questions. Donc lui, c'est un spécialiste des questions coloniales, postcoloniales, et donc il nous a fait une petite masterclass sur ce sujet-là. Et je vous invite et aussi notre audience à aller l'écouter. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel vous avez bien dit, je pense qu'il y a un fondement dans notre être humain qui passe par l'échange, alors que ce soit un échange marchand ou un échange d'informations, mais c'est notre nature même. Et certes, on ne peut pas le décorréler d'une réalité géopolitique militaire, mais c'est vrai que le fondement même des échanges entre les hommes, bah, c'est aller vers l'autre, aller connaître l'autre. Et lorsqu'il y a une barrière, bah, on crée du conflit. Et justement, donc là, on va arriver vers la fin de l'interview, Julien. Je voulais vous demander, au niveau de l'innovation digitale, l'innovation technologique ou numérique, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent aider le marché de l'art des antiquités, des solutions qui vous permettent, vous, d'acquérir de nouveaux canaux
d'acquisition de clientèle, de nouvelles parts de marché. Est-ce que vous pourrez un peu nous dire votre stratégie qui vous permet de vous positionner vis-à-vis des nouveaux codes et langages de notre société numérique? Je dirais que ma stratégie, elle est très calquée sur ce qui se passe dans la tech. On est dans l'essai-erreur. Et je pense que c'est très important d'être ouvert à des expérimentations voilà, il y a énormément d'outils digitaux, il y a énormément de solutions, que ce soit des plateformes, des outils de mise en relation entre de l'offre et de la demande, que ce soit évidemment les réseaux sociaux avec Instagram en première ligne, il y en a d'autres aussi. Alors, pour nous, en tant qu'acteurs du marché, comprendre les codes de ces différents outils, faire des tentatives, et voilà, toutes ne sont pas couronnées de succès. Je pense il y a certains canaux qui fonctionnent beaucoup moins bien que d'autres. Il y a des initiatives qui ont pu fonctionner et qui ont créé de la lassitude. Je me rappelle encore pendant le confinement où alors, moi, je me suis plus qu'amusé, je me suis épanoui à faire des longues vidéos pendant le confinement à vocation pédagogique sur les cultures qui me sont chères. C'était formidable. Alors, c'est vrai que ça prenait un temps fou, mais j'avais le temps pendant le confinement de le faire. Mais indépendamment de ça, qui a vraiment extrêmement bien fonctionné auprès de mon public de collectionneurs et j'espère au-delà, on a multiplié, en tout cas moi c'était mon cas, des essais de 3D, de visites virtuelles, énormément d'outils qui se sont développés, qui permettaient de pallier l'absence de visites en galerie. Et donc, on se disait qu'on allait pouvoir créer dans le virtuel la même expérience que dans le réel. Et ça a effectivement très bien fonctionné un temps. Et je pense qu'on a tous eu cette lassitude, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais même en tant qu'acteur et consommateur. J'ai eu au bout d'un moment cliquer pour aller dans la pièce d'après pour aller voir un objet. Ça a commencé à beaucoup moins m'amuser. Instagram c'est formidable, mais les codes narratifs évoluent aussi en permanence. Et donc il est important de s'y attacher, d'essayer de les comprendre. On comprend pas toujours, mais en tout cas justement de faire ces essais-erreurs et dès qu'il y a des nouvelles solutions qui émergent, essayer d'être présent le plus vite possible. Et voilà. C'est une énorme partie de mon temps aujourd'hui, hein, voilà, de faire une politique éditoriale sur les réseaux sociaux, de prévoir du contenu dédié, que ce soit par des vidéos, par des descriptions de plus en plus détaillées. Et voilà. Et ça se conjugue avec l'activité classique du marchand qui va être de préparer des expéditions, d'éditer des catalogues, etc. Et ce sont juste des éléments en plus qui doivent venir nourrir d'autres façons de faire venir notre public de collectionneurs à nous. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait moins de visites physiques en galerie. Et ben justement, il faut réussir à contrebalancer ça en allant au-devant du public par des canaux qui peuvent être autres, qui peuvent être différents. Je pense qu'il n'y a pas une solution qui existe, il y en a énormément. Voilà, l'idée, c'est d'être suffisamment agile pour pouvoir parler à des publics différents sur des canaux spécifiques. Tout à fait. Et ça me fait penser, par exemple, si on parle d'un canal comme Instagram, aujourd'hui, vous voyez sur le marché de l'art que ça commence quand même à permettre en fait à des publics de se rapprocher du marché de l'art ou de votre secteur en particulier, et aussi d'être un vecteur de nouveaux acheteurs. Alors, j'espère, avec une question que je me pose souvent quelqu'un me contacte, que ce soit par mail, que ce soit sur un salon, voire à la galerie, quel a été son point d'entrée, son point de rencontre avec moi? Et alors, il y a des fois, c'est très clair, les gens vont faire référence dans la discussion à voilà, une vidéo que j'ai pu mettre en ligne ou un post que j'ai pu faire. Donc là, j'arrive à comprendre que voilà, cette personne spécifique a vu tel message que j'ai pu envoyer comme une bouteille à la mer, mais c'est pas tant une bouteille à la mer que ça, puisque on essaye de connaître quand même notre public. Mais très souvent, le contact, il est pas exprimé. La façon dont la personne a entendu parler de ma spécialité, de ma galerie, des œuvres que je présente, on ne le sait pas toujours.
Ce qui compte pour moi, c'est justement c'est que le public vienne échanger, on en parlait tout à l'heure, et voilà, et que on reste un point d'arrivée pour pouvoir engager un dialogue et des ventes. Absolument. Bah, ça c'est primordial, n'est-ce pas? Bah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments, d'avoir partagé avec nous vos pensées, vos points de vue. Et pour conclure notre interview, je voulais vous demander si vous aviez quelques lectures à conseiller à notre audience, des livres que des néophytes qui nous écouteraient, qui pourraient s'intéresser à votre domaine. Alors, je me réfère très souvent, même si le propos a pu changer, ou notre vision sur le propos a pu changer, mais il y a eu cette exposition Primitivisme en 84 au Musée d'Art moderne de New York. Le livre catalogue existe en français comme en anglais, il avait été publié, on le trouve encore. C'est une plongée extraordinaire dans les convergences. Justement, si on ne connaît absolument pas les arts d'Afrique d'Océanie, d'Amérique, mais qu'on veut quelques éléments pour se raccrocher aux branches. Primitivisme, c'était une exploration des convergences entre l'art du XXe à travers ces grands noms. Ça va être Picasso, Ernst, Braque et beaucoup, beaucoup d'autres. Et des œuvres, soit qu'ils ont pu voir, soit qu'ils ont pu rêver. Et le plus intéressant d'ailleurs dans le livre, c'est quand on a des rencontres qui ne se sont pas faites et qui pourtant étaient évidentes, donc notamment sur certaines cultures qui n'avaient pas encore été découvertes ou étudiées à l'époque où ces avant-gardes ont développé leur art, et pourtant quand on les voit à côté, ça fait parfaitement sens. Donc primitivisme, alors en français ça s'appelle le primitivisme dans l'art du XXe siècle, sublime livre en 2 volumes. Et puis bah, après il y a des œuvres, des livres pardon, plus spécialisés, culture par culture. Voilà, et là je pourrais vous donner, voilà, pour quelqu'un qui est intéressé par les arts d'Arizona, j'ai mes quelques livres de chevet pour les arts d'Afrique également, mais on commence à rentrer déjà beaucoup plus dans des détails, et ce qui est important c'est de lire. En fait, à la fin de la journée, voilà, le bonheur, il vient aussi d'aller voir des expositions, d'essayer de comprendre toujours un petit peu plus, d'aller plus en profondeur, et pour ça les bibliothèques sont remplies de très beaux ouvrages. Bon, Julien, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce bel échange, ce moment avec vous. Donc, je signale à notre audience que donc, Julien, vous serez présent au Parcours des Mondes du 10 au 15 septembre à Paris. Et donc, vous serez avec plein d'autres galeries. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à s'y rendre prestement. Voilà, et si je peux me permettre, je peux aussi inviter les auditeurs pendant le Parcours des Mondes le 12 septembre. C'est le jeudi soir. On organisera à la galerie une soirée de lancement d'un livre sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années et qui paraît enfin, consacré au Kachina, justement. Et j'aurai plusieurs de mes co-auteurs qui seront présents à la galerie en fin de journée. Et bah, ce sera justement l'occasion de beaux échanges sur le sujet de ces arts qui nécessite encore d'être montré, expliqué, mais dont la poésie est éclatante. Excellent. Merci beaucoup, Julien. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Excellent journée à vous, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.